Pluie, divinité, symbolique, Oda vient peut-être de lâcher un indice énorme sur la suite de One Piece. Ce qui est sûr, c'est qu'il prépare quelque chose et on va décoder tout simplement ça tout de suite. Donc bienvenue à tous et aujourd'hui on va tout simplement réagir au chapitre 1182 de One Piece et vous allez voir qu'il y a des informations assez colossales, j'ai énormément de théories à vous transmettre, donc restez bien jusqu'à la fin. Juste avant de commencer les gars, n'hésitez pas à follow, liker, commenter pour la team YouTube, vous avez le Twitter, le Discord et les souscriptions et pour terminer vous avez deux chaînes secondaires qui traitent d'un côté du gaming et de l'autre côté des openings, TCG, One Piece mais bien d'autres. Donc voilà pour la petite auto-promo. Et d'ailleurs un grand merci à tous ceux qui soutiennent, franchement vous êtes les côtes. Donc on est parti pour ce chapitre qui s'annonce grandiose, je pense que vous êtes pas prêts. Donc on est parti pour le chapitre 1182 qui s'appelle Zaza. Donc voilà, on va décoder ça tout de suite, on va même pas faire un peu de suspense par rapport à ça. Zaza, c'est tout simplement une onomatopée qui est en lien avec la pluie, c'est tout simplement le bruit de la pluie qui tombe dans la culture japonaise. Donc ce mot vient tout simplement de là. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'Oda il adore jouer avec les onomatopées. Il y a beaucoup de personnes qui font le comparatif entre Dragon et aussi le fait que la première fois qu'il a apparu, on avait ce son Zaza qui était marqué en onomatopée, mais ça veut rien dire parce que malheureusement il pleuvait, donc le bruit de la pluie fait ce son là. Donc voilà, d'ailleurs Zaza à ne pas confondre avec Smoking Zaza qui veut dire tout autre chose. Allez, commençons directement, on a assez rigolé. On part directement avec la première page où on a tout simplement le titre, on a aussi une demande de lecteur où on voit Fujitora avec un renard et un tanuki si je me trompe pas, et on a tout simplement la requête de Toshikazo, Ishio savourant des nouilles préparées avec soin par un renard et un tanuki. On avait vu juste. Première page du chapitre, on commence avec Loki qui est magnifique. Il y a un petit message de l'éditeur qui nous dit « Qu'adviendra-t-il d'Imu après le Thor Aim de Loki ?» Bon, l'éditeur il essaye de nous troller un peu. Bon, s'il arrive à être blessé après une attaque de Loki comme ça aussi simplement, c'est que Imu est pas si fort que ça et ça, on le sait très bien, c'est pas possible. Donc on a Loki qui dit « Je le sens qu'il est toujours là », vraiment sans surprise. Je suis tellement grand que je l'ai perdu de vue. Donc ça c'est trop bien parce que Oda joue avec le fait qu'il soit gigantesque parce que ça change pas mal de choses. Le fait qu'il soit tellement grand fait que tout ce qui est petit, la mise au point, vous voyez, on a du mal à voir des choses minuscules. Et ça c'est ultra bien fait parce que voilà, nous si on devait regarder, je sais pas moi, des moucherons ou des trucs comme ça, c'est assez difficile de les suivre du regard étant donné qu'ils sont minuscules. Et ça Oda a joué avec ça parce que justement Loki a la chance d'avoir un pouvoir ultra cheaté. Cependant, il faut bien comprendre qu'il y a aussi des points négatifs et des faiblesses. Donc ça, c'est ultra bien fait. On a Imu qui dit « Nidog ». Dire que nous étions amenés à nous revoir dans ce monde, sale traître. Donc voilà, encore une fois, ce mot traître, le mot traîtrise, des erreurs commises dans le passé, etc. On a beaucoup de fois ces phrases-là pour différentes personnes. Donc je pense qu'il y a des gens qui se sont rangés du côté de Imu-sama à un moment donné, à un moment crucial où il a fallu choisir entre peut-être les 20 royaumes et le côté Joy Boy, et peut-être même à une époque antérieure à celle-ci, où justement il aurait fallu choisir entre deux choix, soit suivre Imu ou soit suivre quelqu'un d'autre. Et c'est là où on voit que Imu-sama a une importance cruciale dans l'histoire et qui connaît énormément de choses et sûrement beaucoup de siècles, beaucoup de millénaires. On continue. On voit tout simplement Loki arriver sur Im-sama et Im-sama qui est magnifique. Oda il se régale quand on le voit comme ça. Il a tout simplement l'auréole au-dessus de la tête, les deux ailes gigantesques et magnifiques en même temps et son bâton, tu vois, vraiment le design est grandiose. Ensuite on a Im-sama qui dit de la neige. Ah oui c'est vrai, la foudre est produite par la collision de particules de glace entre elles. Donc ça c'est assez sympathique. Pourquoi ? Parce qu'il montre tout simplement que la glace et la foudre est liée d'une certaine manière et que deuxièmement
temps, il a toutes les informations sur comment se produit un petit peu la météo et tout ce qui s'ensuit. Et ça, c'est très important dans l'univers de One Piece, étant donné que voilà, on est quand même à un âge reculé au niveau des informations transmises au monde entier. Cependant, lui, Imu, fait bel et bien exception et a tellement d'informations supplémentaires. En plus de ce qu'il connaît de l'histoire, il sait aussi pas mal de choses de science, ce qui est assez intriguant par rapport à son statut. C'est pas quelque chose qu'on aurait cru de lui. Et du coup, on voit tout simplement que la glace et la foudre est liée. C'est-à-dire que le fait que Ratatosk puisse créer de la glace lui permet peut-être aussi de créer de la foudre. Et cependant, d'après les mots de Jim-sama, on pourrait imaginer que la foudre pourrait être aussi créée par Ratatosk. Et voilà, on a tout simplement Imu qui termine avec « Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre ». Voilà, donc vous avez compris. Et on a Imu qui dit « Ragnir, tu as attendu un nouveau maître pendant tout ce temps. Je suis nostalgique ». Donc ça, c'est assez sympa parce qu'on voit que Imu-sama et Ragnir ne s'entendent pas. Donc, encore une fois, ça montre que il y a eu un problème à un certain moment. On sait que Nika a combattu l'ancien possesseur du Ragnir, mais on sait aussi que le Ragnir est en froid, ou en tout cas est du mauvais côté par rapport au côté d'Imu. Donc, il y a une espèce de paradoxe qui ferait que soit Nika était du côté d'Imu à une certaine période, soit Imu est potentiellement Nika, mais dans une époque très antérieure. Ça, c'est quelque chose de possible, même si tout ça reste encore à prouver, les gars. Et du coup, on a la présentation du Ragnir qui dit Zoan mythique Rizu Rizunomi, modèle Ratatosk. Donc c'est le fruit de l'écureuil. Ensuite, on enchaîne avec une double page magnifique. On voit tout simplement Ratatosk envoyer de la glace, suivi de Loki qui envoie foudre de fer à 5 flèches. Ensuite, on a tout simplement Imu-sama qui utilise son Omen et qui l'agrandit. Il appelle ça l'éclipse et il envoie tout simplement un bombardement. Eclipse, c'est tellement bien géré de la part d'Oda. Pourquoi ? Parce que quel est le rôle d'Imu dans l'histoire ? C'est de cacher la lumière de Nika d'une certaine manière, de dominer et en même temps enlever la liberté aux gens. Et le fait qu'il utilise la technique éclipse est parfaite parce que voilà, le côté lune, lunaire, empêche la lumière d'atteindre la Terre, vous l'avez capté. Et en plus, l'éclipse, elle est faite par la lune. On sait qu'il y a énormément de chances qu'il ait des liens avec les Lunaria et en même temps avec la lune. Donc bref les gars, je pense que voilà, vous avez capté à quel point Oda était très très fort. Imu représente la lune, le soleil c'est Luffy, et ce que Imu veut créer entre guillemets, on pourrait dire métaphoriquement, c'est une éclipse totale définitive. Ensuite, on voit tout simplement que grâce à son omen gigantesque, je dirais même un portail qui pourrait mener vers des contrées démoniaques, des démons sortent de ce portail, même si c'est pas vraiment un portail, je pense qu'ils sortent vraiment des flammes. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans les précédents lives, même les précédentes semaines, précédents mois, le omen et les flammes noires en général, pour moi, on pourrait l'assimiler à un portail. Parce qu'à chaque fois, on voit que les flammes noires sont utilisées pour se déplacer, mais aussi pour faire apparaître des choses. Donc on pourrait imaginer que les flammes noires représentent un petit peu un portail. Et là, on voit tout simplement Loki combattre et attaquer Imu-sama. Donc je pense que ça va être des pages qui vont être magnifiques en 2028, peut-être après, pour la sortie de ces chapitres en animé. Donc on voit tout simplement que la forêt a complètement pris feu, et là on a la réaction de Bonnie qui dit c'est flippant. Bonnie revient par là, et Bonnie dit je me bats pas contre un truc pareil. Et Lilith dit, évidemment, pour l'instant, c'est moi qui vais te protéger. Je ne le laisserai pas faire. Mais qui est ce type ? Et là, c'est intéressant parce que c'est Vegapunk. Malgré toutes les informations qu'il a sur le monde, jamais il aurait pu imaginer quelqu'un au sommet du monde, mais aussi quelqu'un capable d'une telle puissance. On a ensuite Vegapunk qui dit, il dirige clairement les Chevaliers Divins, mais ce n'est pas un doyen. C'est une organisation gigantesque qui perdure depuis 800 ans. Il est tout à fait naturel que les luttes de pouvoir engendrent les ténèbres. Et si c'est le cas, là, c'est marrant parce qu'on a tout simplement Vegapunk en fond, comme si Vegapunk était présent, tu vois. Sauf que, on le sait malheureusement, c'est la seule facette de Vegapunk qui n'est pas revenue à la vie. Et là on a Bonnie qui voit Sanji et qui dit « Hey Sanji, tu es blessé ? Je ne peux pas rester Bonnie. » Ça c'est Sanji qui répond, et là on a tout simplement un petit flashback où on voit Sanji à terre et Gillingham le regarde. Et Gillingham qui dit « Sanji, je n'ai même pas eu besoin de m'en charger, le simple fait que tu sois encore en vie est une vraie anomalie. » Donc ça c'est intéressant parce que on comprend par cette petite phrase que normalement c'est pas possible. Et que je pense c'est à cause de sa génétique qui le rend ultra résistant comme on l'a vu à Wano Kuni. Et ça, je pense que c'est Oda qui nous met la puce à l'oreille. D'ailleurs, rappelez-vous aussi tous les liens qu'il y a entre Im-sama et Sanji. Sanji qui s'enflamme tout seul, on se pose encore la question. On a aussi le fait que ce soit Germa Double Six, que ses deux sourcils sont en forme de 6. Bref, les liens avec le diable et tout ce qui s'ensuit a beaucoup de points communs avec Sanji, et ça, je pense que c'est un mystère qui va être résolu à la fin de l'œuvre. Ensuite, cette fois-ci, on arrive sur Sanji qui est par terre
et qui dit « Où vas-tu ?» Et Gillingham répond « Je vais accomplir mon objectif initial. Tu le sens, cette puissance qui jaillit en moi ? Adieu. » Et du coup, en partant, il lui assène un coup tellement sa vitesse est gigantesque. Ça, c'est assez aberrant. Et là, on a tout simplement Sanji qui dit « Il ne compte pas laisser les enfants tranquilles. » Et là, on voit Lilith et Bonnie qui dit « Sanji !» en essayant de l'empêcher de partir. Mais là, Sanji répond « On ne peut quand même pas réduire à néant tous les combats qu'on a menés jusqu'ici, pas vrai ? C'est le pays qu'Usopp et Luffy admirent, on doit protéger Elbaf. » Donc en vrai, pour être totalement honnête, je trouve que ce serait vraiment pas mal scénaristiquement qu'ils ne réussissent pas à sauver les enfants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le but des chevaliers divins, c'est pas de les tuer, c'est de les capturer. Et je pense que si Oda a choisi de faire ça, c'est pour plier Elbaf à sa volonté, et pour ce faire, les enfants sont indispensables, et ils sont obligés de rester en vie. Donc, pour la suite de l'histoire, ce serait quand même pas mal que les enfants soient toujours en vie, capturés à Marijois, ça donnerait tout simplement une raison à Elbaf de se préparer au combat et d'aller à Marijois, et en même temps à Luffy de former une alliance pour aller là-bas. Donc en vrai, scénaristiquement là, je pense que la défaite des Mugiwara pourrait se faire, et ce serait vraiment grandiose, tu vois, tout le monde se poserait la question, mais comment on va réussir ? La tension serait à son comble, donc je pense que c'est quelque chose de possible. Ensuite, on a tout simplement Sanji qui, en partant, dit c'est le pays des beautés géantes, donc voilà, qui reste toujours drôle malgré la situation un peu catastrophique. Page suivante, on est tout simplement cette fois-ci à la bibliothèque du hibou. On entend quelqu'un dire qu'il y avait un passage souterrain derrière cette porte, et qu'une pièce secrète s'y trouvait au bout. Tu as protégé tous les livres de l'incendie, Biblo. Incroyable, les gars, non mais wesh, je suis trop croque. Ça, c'est vraiment une théorie validée, les gars, je vous arrêtais pas de vous le dire. Depuis le début de l'arc d'Elbaf, je vous ai dit, il doit y avoir quelque chose sur cette île de secret. C'est-à-dire que tout ce qui est allé, tout ce qui est transmission des informations, etc., va se faire. Et vu que même Saul n'est pas au courant de cette pièce secrète, ça veut dire qu'il y a bel et bien quelque chose que personne n'a vu au sein d'Elbaf, et qui est au cœur de cette bibliothèque, voire même au cœur de l'arbre d'Elbaf. Et ça, c'est légendaire parce qu'on va avoir des informations sur le Allé, sur le passé millénaire, comme je vous l'avais dit, donc je suis trop content, les gars, et je pense que ça, on va le découvrir à la fin de l'arc, parce que là, malheureusement, on est un peu en PLS, étant donné la situation. Donc voilà, et aussi, deuxième théorie validée, le fait que Biblo avait sauvé les livres, mais bon, ça, je pense que c'était assez facile à deviner. On a tout simplement Robin qui dit merci infiniment, je croyais que tout avait brûlé, et Saul qui répond aussi, je te remercie du fond du cœur, mais je te trouve de plus en plus étrange. Et évidemment, pour les gens qui auraient oublié, tout simplement, Biblo, c'est un être qui est là depuis plusieurs siècles, qui veille sur la bibliothèque. C'est pour moi quelqu'un qui potentiellement peut s'exprimer grâce à la voix de toute chose et qui pourrait tout simplement avoir des liens avec Joy Boy. Quand on voit que Joy Boy pouvait discuter avec, je sais pas moi, les rois des mers, etc., etc., il pouvait aussi discuter avec toutes les personnes les plus importantes du monde. Et le fait qu'il parlait à Zuneisha, mais qu'il parlait aussi à Emmet, etc., etc., alors que personne n'en est capable, en tout cas très peu de personnes, et montre tout simplement que Biblo avait un intérêt réel. Et vous allez voir que potentiellement la seule personne à qui il pourrait parler, c'est potentiellement Loki et Luffy, tu vois, parce que c'est des êtres différents, c'est des êtres supérieurs, et même des réincarnations de personnages qui étaient déjà présents dans le passé. Donc tout ça, je pense qu'il va falloir patienter un petit peu, mais c'est quelque chose que je suis convaincu de voir avant la fin de l'année. Ensuite, page suivante, on a tout simplement un petit message du narrateur qui dit près du village de l'ouest, port de la mer de nuages. Ensuite, on a une petite carte où on voit justement l'arc-en-ciel avec l'entrée au port, la route, mais aussi le village de l'ouest. Et là, on voit tout simplement un bateau volé d'Onsezu et qui atterrit tout simplement dans la mer de nuages. Et on voit tout simplement Sommers, qui est incroyable, et qui dit « Allô, allô, ici Sommers. Non, ici Super Sommers. J'ai trouvé le navire des géants. Apporte-moi les mômes dans 5 minutes. » Donc je pense qu'il s'adresse à Gillingham ou potentiellement à Gunko, parce que c'est elle qui a la capacité d'envoyer les enfants dans la direction voulue. Ensuite, on est toujours au village de l'ouest, mais cette fois-ci à la taverne. Et là, on voit quelqu'un qui dit « Regarde la forêt, on dirait une véritable guerre. » Évidemment, ça c'est en rapport avec Elbaf et tout ce qu'on avait imaginé du pays de la guerre. Chopper qui dit « La coupure était atrocement nette, donc tes doigts devraient pouvoir se recoller. Mais ça prendra des mois pour guérir complètement. » Et Gerd répond « Merci Chopper, je suis lamentable, je suis censé être celle qui soigne les autres. » Et Chopper répond « Ce n'est pas de ta faute. » Donc ça c'est incroyable, mais bon, on le savait, étant donné que Chopper était présent au moment où elle s'est fait couper les doigts, c'était obligé qu'il allait la guérir. Donc Chopper qui est complètement colossal, capable de faire de la chirurgie carrément, hein. Même si ça se trouve il les a juste posés l'un sur l'autre tellement la coupure elle était
c'était net, il y avait juste à poser et ça allait cicatriser tout seul. C'est une possibilité aussi. Et là, on a tout simplement tout le monde qui le remercie, qui dit merci Dr Chopper, merci d'avoir soigné ma mère et les autres, ce ne sont que les premiers soins. Une fois sorti de ce pétrin, je m'en occuperai plus calmement. Et on a tout simplement Rhodes qui pleure et qui dit Gerd Tazo, les doigts de mon idole ont été coupés, c'est un cauchemar, c'est canon, vraiment bizarre lui. Je vais t'offrir tous mes doigts. Et Gerd qui répond je n'en veux pas. Et Rhodes répond quelle cruauté, même dans un moment pareil, j'ai droit à une récompense, quel honneur. Je suis vraiment abasourdi. Et on voit tout simplement Ajroudine, c'est vrai qu'on n'avait pas plus d'informations, mais qui a été brûlé sur l'intégralité du corps et qui est à mon sens inconscient. Donc voilà, Chopper qui fait un boulot monstrueux. Ensuite Gerd dit mais tu as risqué ta vie pour ton petit frère Bjorn, le fait que tu l'aies protégé me fait revoir mon jugement sur toi Rhodes. Et Gerd qui dit si tu t'excites le sang va gicler Rhodes. Et Rhodes qui répond overdose de Gerd Tazo, donc c'est assez marrant parce que c'est tout simplement Sanji avec Nami ou Robin, même si Gerd elle est plutôt en froid avec Rhodes, mais on pourrait imaginer que c'est le début de la relation de Sanji avec Nami par exemple. Et là on a quelqu'un qui dans sa tête dire que je commençais à te respecter. Donc je sais pas si c'est son petit frère, mais il me semble que c'est ça. Et là on arrive au village de l'Ouest, près du port, du côté de Zoro. Et on a Zoro qui dit désolé Goldberg, avec ma taille ça nous prendrait des heures. C'est rien, je suis le seul membre de l'équipage des géants à ne pas être gravement blessé. Et puis tout ça c'est le problème d'Elbaf, merci de vous battre à nos côtés. Donc effectivement c'est vrai on l'a oublié, mais il y a aussi Stansen qui a perdu sa jambe. Mais bon, vu que Chopper a guéri Gerd, évidemment que Stansen va avoir, je pense, le même traitement. Et là on a tout simplement quelqu'un qui dit t'inquiète pas pour ça, notre capitaine part du principe que le pays de ses amis c'est aussi le sien. J'en attendais pas moins de l'homme que Ajroudine admire tant. C'était bel et bien Zoro qui disait ça. Et Zoro qui dit ces flammes noires se sont transformées en balles d'acier et en bombes. Les chevaliers divins qui étaient déjà loin ont clairement gagné en puissance. Va vraiment falloir les achever, sinon ça risque de devenir très problématique. Donc ça c'est assez intéressant, mais on voit tout simplement que les flammes noires ont été transformées, soit en bombes, soit en balles d'acier. Donc peut-être que Imusama se sert de certains matériaux pour les transformer à sa guise. Et en plus, ça me fait penser à ce qu'il a dit précédemment. Il a tout simplement parlé du fait que la collision de la glace provoquait des éclairs. Et ça, c'est assez marrant parce que ce genre de connaissance, il pourrait l'attirer de ses pouvoirs. Ce qui lui permet tout simplement de manier le métal, vu que c'est des balles en acier, et de les transformer en flammes noires. Donc ça, c'est des choses qu'il faut garder en tête, mais pour moi, c'est assez cohérent. Ensuite, page suivante, on a tout simplement le message du narrateur qui dit port du village de l'Ouest. Et là, on entend tout simplement Killingham, Somers, j'ai merdé, j'ai invoqué un truc pas possible. Et là, on a tout simplement Somers qui répond Killingham, ne me dis pas que. Et là, Killingham le coupe et lui dit c'est ça la chose qui me terrifie le plus, je me suis laissé emporter. Et Somers dit espèce d'idiot, nous aussi on a peur de ce truc, tu peux le contrôler? Eh bien, ça reste un MMA. Et Somers dit ce qui est fait, on n'y peut rien, dépêchons-nous, on n'a plus le temps, où est Gunko? Et Gillingham répond en disant je l'ai aperçue en chemin, ce qui est sûr c'est qu'elle est morte. Oh, elle est morte? Ça c'est assez intéressant, mais j'aimerais un petit peu en douter pour l'instant. Bizarre qu'elle soit morte comme ça en off. Et du coup Somers s'est choqué et dit quoi? Et il enchaîne en disant peu importe, Seigneur Imu possède un corps qui ne peut pas rester à l'extérieur, même en forçant les choses. Nos forces militaires et les forces ennemies se trouvent ici. On ne doit pas décevoir sa grandeur. Répondons à ses attentes, Gillingham. Donc là on a une information colossale sur le fait que Imu c'est bel et bien l'extérieur qu'il craint. Et ça on se demande pourquoi. Donc le fait qu'il soit tout simplement immortel ne l'empêche pas de prendre des dégâts quand il est à l'extérieur. Donc je pense que c'est un petit peu le contre-coup de son pouvoir d'immortalité. Sinon il y a une deuxième hypothèse qui pourrait être tout simplement la maladie des enfants de la lune si je me trompe pas. Et en fait il serait tout simplement comme un vampire, il craindrait les rayons du soleil. Et en plus ce serait parfait pour tout ce que je vous ai dit auparavant. Le fait que Luffy représente le soleil, qui soit un petit peu la liberté, et que de l'autre côté on ait la domination et Imu qui représente la lune. Donc en fait tout ce côté métaphorique se met en place et donne des informations colossales qui pour moi pourraient rendre toutes ces informations complètement réelles. Ensuite on arrive sur probablement l'avant-dernière page du chapitre. On a tout simplement la case qui dit qu'on est au village de l'Ouest et là on a quelqu'un qui dit pourquoi il pleut tout à coup. Qu'est-ce que ça veut dire? L'eau inonde les maisons, ne laissez pas les blessés se noyer. Donc ça c'est les géants qui paniquent. Et on a Gillingham qui dit vas-y, attrape ces sales mioches. Et on a tout simplement une main faite en eau qui attrape tout simplement tous les enfants. Et là les enfants pleurent et crient à l'aide. Et les parents qui s'inquiètent et qui disent Colon, il y a quelque chose dehors. Gillingham enchaîne en disant pour nous qui sommes nés sur des terres plus hautes que les nuages, voir de l'eau tomber du ciel est terrifiant. Le clan du dit Nika, on en a souvent parlé. Mais dans les légendes du monde d'en bas,
manga, il existe un monstre qui déverse de l'eau sur la tête des gens. On l'appelle le dieu de la pluie. Donc ça, c'est très très intéressant parce que ça nous donne énormément d'informations. D'ailleurs, on sait maintenant, de par les dires de Gillingham, va falloir vérifier dans la version officielle, que les dires représentent un clan et qui représentent pas un rêve ou ce qu'on pourrait le traduire par dream ou down l'aube. Là, ça peut être le clan de l'aube, mais en tout cas, ça reste un clan. Et là, du coup, c'est vraiment confirmé de la part de Gillingham. Donc les dits, quand on dit les dits, c'est tout simplement le clan, les ennemis des dieux. Donc c'était le clan qui était ennemi des dieux, donc sûrement ennemi de Im-sama et potentiellement des Lunaria, des personnes qui venaient de la lune. Ça, c'est quelque chose de totalement possible et quelque chose que je vous dis aussi depuis très longtemps. Et du coup, on enchaîne avec la dernière page magnifique du chapitre qui est tout simplement monstrueuse. Et on a donc une divinité avec plusieurs bras capable de maîtriser l'eau qui tout simplement fait pleuvoir et en même temps capture les enfants. Donc c'est incroyable parce que ça nous donne énormément d'informations. Comme je vous l'ai déjà teasé, j'ai toujours pensé que le passé de One Piece renfermait des secrets en lien avec les divinités et que au vu des révélations par rapport au gouvernement mondial actuel et leur lien avec tout ce qui est démoniaque, on pourrait tout simplement imaginer que les divinités représentent le clan des dieux, donc ça pourrait être Deus, tu vois, le clan des dieux, et de l'autre côté on a tout simplement les démons qui eux représentent les êtres venus d'ailleurs. Et ça c'est assez intéressant parce que ça montre aussi par extension que au vu du lien que Im-sama a avec les Lunaria de par la couleur de sa peau et de par ses ailes et les informations transmises dans One Piece, on peut pas prendre en compte le fait que les Lunaria sont forcément ennemis. Et ça va être le cœur de One Piece, surtout à la fin du manga. Les Tenryubito ne sont pas forcément mauvais parce qu'il y en a qui sont bons, comme Saint Mosgard, comme le père de Doflamingo. On a aussi du côté des Lunaria, les habitants de Skypiea, les Chandiens, etc., qui montrent qu'ils sont pas vraiment naturellement mauvais. Et pareil pour le clan des Dits, ils sont pas naturellement tous gentils parce que voilà, quand on voit Barbe Noire, on se pose la question de savoir si ils sont gentils ou non. Donc, à la fin du manga, je pense que Oda va mélanger tout ça et il y aura pas forcément une personne gentille, une personne méchante, le clan des Dits d'un côté et le clan des démons de l'autre. Non, il va vraiment y avoir un mélange un petit peu de tout ce qui se fait pour avoir une guerre totale avec une espèce de Royal Rumble, différents corps d'armée qui s'affrontent entre eux, etc., etc. Je pense que vous le savez très très bien. Et pour terminer avec cette page complètement magnifique, on a donc quelques petits éléments, comme le chapeau, qui ferait penser un petit peu à Wano, d'une certaine manière, parce que Wano, faut savoir que il est dit qu'on les appelle le peuple au croissant de lune, et vous savez très bien à quel point la lune et l'eau est liée par le fait que les marées, etc., sont un petit peu drivées par la lune. Donc, est-ce que la déesse de la pluie pourrait avoir un lien avec Wano? C'est une possibilité. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de Nami. Moi, je vais vous parler aussi de Vivi, parce qu'il y a une possibilité que ce soit Vivi. Et la dernière chose, c'est tout simplement Dragon. Donc ça, on va dire que c'est les personnages les plus probables et sur lesquels la plupart des gens vont se diriger pour se dire qui est aujourd'hui la réincarnation de la déesse de la lune. Et pourquoi Dragon, j'ai un petit peu de mal, je vous le dis tout de suite, c'est tout simplement parce que, à mon sens, Dragon, vu que c'est un garçon et que si vous regardez bien les réincarnations, c'est un petit peu similaire. Tu vois, Shirahoshi, c'est bel et bien l'ancienne Poséidon, etc. Bon, après, on n'a pas de confirmation réelle, mais bon, Joy Boy, Luffy, et même tous les autres membres qu'on connaît qui ont une réincarnation, souvent, le sexe est conservé. Donc, est-ce que c'est une règle qu'on peut appliquer ou non? En termes de probabilité, vu qu'il y en a plus qui suivent cette logique et qu'on n'a pas vraiment de contre-argument pour l'instant, je préfère croire que le sexe de la déesse de la pluie dans le futur sera bel et bien féminin. Donc, pour terminer avec cette page, on a tout simplement quelqu'un qui dit « Il apparaît en suivant le rythme de la danse de la pluie, il fait peur » et on voit des gens crier à l'aide et s'inquiéter pour les enfants. Et Gillingham dit « On les embarque, prépare-toi Sommers » et Sommers répond « On peut appareiller quand tu veux ». Et là, on voit quelqu'un dire « Il y a du grabuge du côté du village, on y retourne ». En gros, Zoro dit de faire demi-tour, sauf que je pense qu'il a remarqué que Sanji arrivait grâce à son acquis de l'observation et il lui dit « Non, en fait, laisse tomber ». Et là, il enchaîne direct en disant « Eh, t'as intérêt à faire ça bien ». Et Sanji répond « Toi aussi, enfoiré ». Et le petit message de l'éditeur qui dit « Face à la crise d'Elba ». Et du coup, on en a terminé avec ce chapitre et il y aura une pause la semaine prochaine. Donc c'est parti pour une analyse grandiose, les gars, elle va être immense parce que j'ai énormément de choses à vous dire. Donc premièrement, on va parler tout simplement de Gunko. Ensuite, on reviendra sur la maladie d'Im-sama, son lien qu'il a avec Ratatosk. On parlera de ses pouvoirs au niveau des balles d'acier transformées en flammes noires, mais aussi des secrets qui peuplent Elba.
parce que il y a la fameuse bibliothèque cachée. Et pour terminer, on parlera de la déesse et de toutes les théories qui peuvent en découler. Donc c'est parti les gars. Commençons avec Gunko. Donc d'après ce qui a été dit, Gunko a été tué et c'est vraiment une probabilité très grande dans le sens où Im-sama a pris le contrôle de son corps et était déçu de pas avoir réussi à dominer Versi, Luffy et Loki, mais aussi il pourrait avoir envie de se venger sur elle étant donné le fait qu'il ait perdu le combat. Donc peut-être que c'est la sentence divine, c'est quelque chose de très probable. En plus avec les parallèles entre Imu et Ener, c'est quelque chose qui est complètement possible, étant donné qu'Ener faisait exactement la même chose. Mais cependant, il faut quand même noter que voilà, Gunko est morte un peu trop vite. On n'a pas eu de révélation par rapport à tout ce qui se passait autour de son histoire, le fait qu'elle ait un lien avec Brook. Je pense que elle est entre la vie et la mort et que potentiellement elle pourrait être réanimée prochainement. Peut-être que voilà, elle va faire partie pour un laps de temps très court de la team des Mugiwara pour apporter peut-être quelques informations sur Imu-sama, mais aussi Chevalier Divin, les Gorosei et les Tenryubito en général. Et ça c'est pour Gunko, donc je sais pas si elle va revenir, mais j'ai l'impression que Oda ne l'aurait pas tué aussi vite, même si, comme je l'ai dit plus tôt, c'est totalement possible. Ensuite on enchaîne tout simplement avec Im-sama qui dévoile beaucoup d'informations encore une fois avec ses pouvoirs. Je vous avais déjà parlé de la théorie il y a quelques semaines, même quelques mois, par rapport à ces flammes noires qui représentent d'une certaine manière un portail, parce que grâce à ces flammes, il arrive à tout faire popper comme il veut, il arrive à tout invoquer comme il veut, il peut téléporter des gens à droite à gauche, il peut également faire apparaître des objets, donc ça montre que ces flammes noires ont un lien vraiment avec une espèce de portail dimensionnel. Cependant, j'ai l'impression aussi que ça pourrait être lié à la téléportation, mais de manière IRL. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il a donné des informations par rapport au fait que les éclairs se formaient grâce à la friction entre leurs collisions, ce qui créerait tout simplement de l'électricité. Et quand on comprend la manière dont il a d'analyser la situation, on a l'impression qu'il a une connaissance gigantesque, tu vois. Et le lien avec les Ophanim, donc les anges, rappelle un petit peu l'omniscience, le fait de tout connaître. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est quand même réel, tu vois. Et je pense que si Oda a décidé de faire dire ça à Imu, c'est sûrement pour montrer la connaissance infinie d'Imu-sama. Et quand on voit qu'il est capable de manier l'acier et de le transformer soit en explosion, soit en flamme, j'ai l'impression que il a une capacité d'interagir avec l'environnement à l'échelle subatomique. Et ça, c'est tellement bien fait de la part d'Oda parce que ça lui permettrait tout simplement de tout faire, y compris les téléportations. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si nous, en tant qu'humains, on était capable de contrôler correctement les atomes d'une certaine manière, on serait supposément capable de téléporter un objet d'un endroit A à un endroit B. Et même pour être plus précis, ce serait pas une téléportation, mais plutôt une duplication immédiate. D'un côté, on aurait la désintégration de l'objet primaire et de l'autre côté, on aurait la création à l'échelle atomique à l'autre bout, tu vois. Donc, pas rentrer dans les détails, n'hésitez pas à aller vous renseigner, mais c'est quelque chose de totalement possible qu'on a déjà expérimenté à l'échelle des particules. On a déjà déplacé en copiant une particule d'un point A vers un point B. Ça, scientifiquement, c'est quelque chose de réel. Donc, en fait, tout ce côté maîtrise des éléments, des particules, comme on l'a vu dans le chapitre, pourrait être totalement réel et pourrait tout simplement permettre à Imu-sama d'avoir la même capacité que Luffy, mais en manière démoniaque. C'est-à-dire qu'il pourrait maîtriser la science élémentaire pour pouvoir créer, pour pouvoir déplacer, pour pouvoir tout faire d'une certaine manière, au même titre que Luffy. C'est-à-dire que Luffy, lui, ferait exactement la même chose, mais grâce à son imaginaire. Donc c'est ça qui est complètement fou et qui pourrait tout simplement représenter les deux faces d'une même pièce. Les inverses totales qui feraient de ces deux personnages les entités complètement opposées. Ce qui est plutôt, à mon sens, cohérent. Ensuite, pour en revenir à sa maladie cette fois-ci, on voit tout simplement qu'il craint l'extérieur. Et on sait pas d'où vient cette crainte, d'où vient cette maladie. Et d'ailleurs, ça explique aussi un petit peu pourquoi Saturne étudiait la science, etc. C'est sûrement parce qu'il essayait d'une certaine manière de guérir Im-sama. Il a beau être immortel, l'extérieur est tout simplement son point faible. Donc ça montre que, voilà, malgré son immortalité, il a quand même une faiblesse. Et moi, comme je vous l'ai dit dans la réaction, pour moi, il y a de très fortes chances que ce soit la maladie qui empêche d'apparaître au soleil, étant donné que les UV brûlent instantanément la peau. Et ça, je trouve sincèrement que si Oda a choisi de lui donner cette maladie, ce serait vraiment bien parce que voilà, d'un point de vue métaphorique, ce serait légendaire. D'un point de vue des corps célestes, ce serait légendaire parce que le soleil lui-même, le soleil réel dans l'univers de One Piece, serait bel et bien l'ennemi d'Im-sama. Et en même temps, ce serait parfait au niveau de Luffy parce que Luffy représente le soleil et il est l'ennemi naturel d'Im-sama. Parce que Im-sama représente d'une certaine manière les ténèbres et Luffy représente le soleil. Donc c'est pour ça que moi je trouve que
voilà, tout ça pourrait être expliqué. Surtout que, comme je l'ai dit, la technique d'Im-sama, c'est l'éclipse. On a aussi le fait que une éclipse, c'est la lune qui recouvre le soleil d'un point de vue terrestre. Et au final, Imusama qui actuellement essaye de recouvrir le soleil via le fait que Im-sama c'est la domination, Luffy la liberté, et que Im-sama cherche à faire en sorte que Nika ne réapparaisse plus. Donc je trouve ça légendaire, j'ai trop hâte de voir un petit peu ce que Oda a décidé, mais il y a tellement de liens entre tout ça que pour moi ça commence à devenir évident. Donc ça, c'était pour Imusama. Ensuite, revenons au petit secret de la bibliothèque. Moi, j'ai une théorie par rapport à ça, les gars. C'est tout simplement le fait que dans cette bibliothèque, on a appris aujourd'hui qu'il y avait une salle secrète méconnue des géants, méconnue de Saul, qui est le gardien de la bibliothèque, et méconnue également par extension de toutes les personnes présentes à Elbaf. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Mais cependant, on a bel et bien quelqu'un qui connaissait cet endroit, c'est tout simplement Biblo. Et comme je l'ai dit, Biblo, pour moi, ça doit être un des alliés de Joy Boy. Sachez que Joy Boy avait, de manière quasiment sûre, la voix de toute chose, et qu'il était capable, tout simplement, de discuter avec des êtres assez compliqués à cerner, avec qui il est assez compliqué de dialoguer. Je peux citer Zunesha, je pourrais en citer plein d'autres, mais bon, je l'ai déjà fait, et je pense que vous savez très très bien. Du coup, par extension, on pourrait imaginer que Biblo cache des secrets. Il pourrait même cacher plein d'autres choses comme le Halley, ce qui s'est passé dans le premier monde, peut-être quelques petites informations sur le siècle oublié. Donc tout ça montre qu'à la fin de l'arc, on va devoir découvrir cette pièce. Surtout que la personne présente actuellement, c'est Robin. Donc comme de par hasard, la personne en charge de l'histoire, la personne qui est capable de lire les poneglyphes. Donc je pense que tout ça va être lié, qu'il va y avoir un poneglyphe, peut-être même le Red Poneglyph à Elbaf, et que ça va donner des indications sur le passé, sur l'emplacement de la dernière arme antique ou quelque chose dans le même style. Donc gardez bien ça en tête parce que c'est quelque chose dont je suis convaincu et que je vous ai teasé déjà il y a tellement longtemps, donc assez content que ce soit réalisé. Donc voilà. Et pour terminer correctement, pourquoi j'étais persuadé que ça allait se passer comme ça? Tout simplement parce que depuis le début de l'arc, il faut bien comprendre que Oda sème un petit peu ces informations à droite à gauche. On a eu la fresque, on a eu l'histoire avec Ratatosk, etc., etc. Et en fait, tout ce que Oda raconte dans l'arc, il va tout simplement faire en sorte de tout raconter à la fin. Sauf les choses qu'il va raconter plus tard, comme à Raftel, etc., etc. Donc pour moi, le Halley, c'est obligatoire qu'à la fin de l'arc, on aura quasiment toutes les informations autour de ça. Mais bon, ça reste encore à prouver, on attend encore un petit peu, on aura les informations très prochainement. Pour terminer, avec la déesse de la pluie, celle que tout le monde attend, celle qui intrigue le plus dans le chapitre, on a pas mal de choses. Donc déjà, la première chose, c'est que Gillingham parle du clan d'Eddie, mais aussi invoque la déesse de la pluie. Donc on pourrait imaginer déjà que s'il parle de ça, c'est que le clan d'Eddie renferme tout simplement tous les anciens dieux d'une certaine manière. Et que les anciens dieux peupleraient le monde de One Piece pendant sa genèse, et que toutes les races sont issues d'une certaine manière de ces personnes-là. Et que Imusama, en tant que divinité, a décidé peut-être de détruire un petit peu tous ces dieux et de faire en sorte que le monde lui appartient. Ce qu'il a, d'après ce qu'on sait, réussi à faire. Et pour revenir vite fait à ces divinités, quand même quelque chose qui intrigue, tout simplement le fait que Ratatosk soit ennemi de Im-sama et en même temps Nika soit ennemi de Nidhogg et Ratatosk à une époque très lointaine en arrière. Donc quand tu prends tout ça en compte, tu te dis ok, il y a quand même pas mal de possibilités, il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place et on se pose beaucoup de questions sur tout simplement qui est Nika. On sait que Vegapunk a énormément parlé de ça, sur le fait que il faut que ce soit la bonne personne qui trouve le One Piece, que en fonction de qui possède le One Piece, les résultats seront pas pareils. Ça, pour moi, quand j'ai appris cette information, je l'ai direct compris comme pendant les précédents millénaires, les personnages qui possédaient le One Piece, en tout cas ce qui a permis de détruire ou de changer le monde, étaient pas les bonnes personnes. Parce qu'en fait, les personnes qui l'ont contrôlé ont donné naissance au gouvernement mondial et à tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, la mission a échoué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va bien se passer, parce que c'est bel et bien la bonne personne qui va le trouver. Donc, quand Vegapunk dit ça, faut bien comprendre qu'il y a une chance pour que l'ancien Nika soit Im-sama. On l'a vu avec cette technique, capable de gonfler ses bras, etc., etc. Donc c'est une possibilité. En plus, le fait d'avoir touché le soleil peut-être a corrompu ses flammes. Peut-être qu'avant il était un vrai soleil, tu vois, qui maniait des belles flammes divines, etc. Et qu'en fait, en touchant le soleil, il est tout simplement détruit un petit peu ce qu'il était et qu'il est devenu ce qu'on connaît de lui aujourd'hui. Donc, encore une fois, il y a pas mal d'intrigues autour de ça. D'ailleurs, dans la fresque, je pense que vous vous en souvenez, c'est tout simplement
simplement le fait qu'on voit des anges, on voit des gens avec des auréoles, et maintenant on comprend d'où viennent les auréoles grâce aux différentes apparitions d'Im-sama, de la déesse de la pluie, etc., etc. Ces personnages sur la fresque avec ces auréoles, on les voit tout simplement descendre dans les tréfonds de la Terre et revenir sans leur auréole, mais en échange d'un fragment d'étoile, on pourrait les appeler comme ça, en tout cas d'après ce qu'on voit d'après la fresque. Donc tout ça pourrait raconter une époque millénaire, premier monde, qui a tout simplement enlevé aux divinités, aux anciennes divinités, leur pouvoir en échange d'un fragment d'étoile. Et ça, je pense que c'est aussi une métaphore pour dire que, à force de se développer, à force d'avoir besoin d'énergie, ils ont troqué leur propre pouvoir pour tout simplement acquérir l'énergie nécessaire. Comme on l'a vu sur la Lune, dans la mini-aventure avec Ener, on voit tout simplement que les robots présents n'avaient plus d'énergie et qu'ils attendaient tout simplement le retour de leur maître, qui sont partis en quête d'énergie d'une certaine manière. Donc, tout commence à prendre sens, et bientôt les gars, je l'espère, je vous sortirai une grosse vidéo pour vous expliquer ma vision des choses par rapport au One Piece. Mais d'après ces informations, normalement, ça devrait vous rassurer sur la qualité de la vidéo qui arrive. Donc voilà, je vous laisse sur ça par rapport à Imusama et le passé antique de One Piece, mais c'est des choses qui vont arriver très prochainement en détail. Donc on termine rapidement avec la déesse de la pluie qui est complètement magnifique, qui a 4 bras, ça ressemble à Ashura, ça ressemble en même temps à Wano un petit peu grâce à son chapeau, donc on pourrait imaginer tellement de choses, comme le lien avec la lune, comme je vous l'ai dit, le croissant de lune, les marées, etc. Tout ça lie un petit peu l'eau et Wano. Mais on n'a pas plus d'informations, donc gardons ça sur le côté pour l'instant. Maintenant, la dernière chose qu'on pourrait se poser comme question, c'est qui pourrait être la réincarnation de la déesse de la pluie dans le monde actuel de One Piece. Pour moi, comme je vous l'ai dit, il y a 3 possibilités. Soit c'est Dragon, soit c'est Vivi, soit c'est Nami. On commence par Dragon parce que pour moi, c'est celui qui a le moins de chances de devenir dieu de la pluie d'une certaine manière, parce que 2 choses. Première chose, c'est que la déesse de la pluie, c'est une fille, et j'ai l'impression qu'Oda, par rapport à la réincarnation et tout ça, il tient vraiment à garder les mêmes réincarnations. Quand vous voyez Luffy, bon, la ressemblance est quand même frappante, etc., etc. Et on pourrait imaginer pareil pour d'autres personnages, tu vois. Par exemple, Poséidon, on dit souvent que toujours une princesse qui naît au fil des millénaires, qui développe le pouvoir de contrôler les rois des mers. Donc, quand tu comprends ça, tu te dis, il y a énormément de chances pour que ce soit une fille. La deuxième chose, c'est que on a vu dans le passé que quand Dragon se battait, il utilisait l'élément du vent. Par exemple, quand il sauve Sabo à Goa, dans le royaume de Goa, on voit qu'il crée une colonne, justement, de vent pour pouvoir s'échapper. Même si on n'a pas d'informations et tout, on pourrait imaginer assez difficilement que ce soit de l'eau, sinon je pense qu'il aurait inondé toute la zone au vu des pouvoirs qu'on peut voir actuellement avec Zaza dans le chapitre. Cependant, c'est pas ce qui s'est passé. Donc ça me refroidit sur le fait que ça pourrait être Dragon. La deuxième chose, c'est que Dragon, déjà, il porte le nom d'un dragon, donc forcément, on peut imaginer assez facilement que c'est un dragon. Et la deuxième chose, c'est qu'il a des techniques de dragon. Pourquoi ? Parce que quand on voit les combats de Sabo, il utilise la serre du dragon avec ses mains, ce qui fait que son combat rapproché correspond potentiellement à un dragon. Et au vu de la manière de Sabo de combattre tout au long de sa vie, on imagine assez difficilement que quelqu'un d'autre puisse lui avoir appris à combattre comme ça, alors qu'à l'époque où il était avec Luffy, il se battait pas comme ça, il se battait avec un bâton. Ensuite, il a été entraîné par Hak, donc Hak, c'est un homme poisson, il maîtrise le karaté des hommes poissons. Et la dernière personne à l'avoir entraîné parce qu'il y avait plus personne d'assez puissant, c'était Dragon. Donc, quand tu vois que toutes ces personnes sont les mentors de Sabo, on comprend assez facilement que cette technique, serre de dragon, etc., viendrait potentiellement de Dragon et pas de quelqu'un d'autre. Donc, si Dragon se bat comme ça, il y a énormément de chances pour que ce soit un dragon. Donc, il reste encore d'autres divinités qu'on ne connaît pas, il pourrait encore être une divinité, mais par contre, pour devenir dieu de la pluie, ça me semble difficile. Ensuite, pour Vivi et Nami, là, c'est là où les choses commencent à devenir de plus en plus cohérentes, et je me pose beaucoup de questions sur est-ce que c'est Nami, est-ce que c'est Vivi. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'il y a trop d'informations qui vont dans ce sens-là. Premièrement, Vivi, tout ce qu'elle a voulu faire à Alabasta, c'est faire tomber la pluie pour faire stopper la guerre, parce que la guerre a été créée à cause de l'utilisation de la Dance Powder, donc la fameuse poudre capable de faire tomber la pluie, mais vu qu'ils ont fait tomber la pluie à un endroit, ça vole un petit peu les ressources aériennes des autres zones, donc ça dessèche certains villages, etc., etc. Donc quand tu comprends ça, tu te dis que voilà, la pluie et Vivi, c'est assez lié. Et en plus de ça, Vivi, c'est une Di. Donc le côté Di, déesse, etc. correspond bien à Vivi. Surtout que c'est une princesse, surtout qu'Oda a fait en sorte de l'intégrer dans l'équipage des Mugiwara en tant qu'intérimaire, on peut le dire comme ça. Même si c'est pas vraiment une Mugiwara, ça reste quand même une Mugiwara pour Oda. Donc tout ça fait que Vivi a un intérêt global. En plus, faut savoir que Imusama a vraiment une dévotion beaucoup trop grande pour cette personne. Donc tout ça fait
fait que, bon, bah, ça commence à faire beaucoup et on se dit que, bah, la déesse de la pluie pourrait tout simplement être la déesse dont Imu-sama est tombé amoureux d'une certaine manière. Donc Vivi correspond bien. Ensuite, la deuxième personne, c'est Nami. Pourquoi? Parce que Nami, tout le monde le connaît au niveau météorologique, elle a pas mal de connaissances, elle sait beaucoup de choses. Hein. Tout simplement le fait que ses parents sont inconnus arrange bien Oda parce que on saura jamais pour l'instant si c'est une Di ou pas. La deuxième chose qui est ultra importante et qu'il faut pas oublier, c'est tout simplement que Shirahoshi et Nami, la première fois qu'ils se rencontrent, on a tout simplement Shirahoshi qui discute et qui dit « Tain, j'ai l'impression de te connaître depuis tout ce temps ». Ce qui est assez intriguant parce que ça, c'est des foreshadowing de légendes qui vont être résolus que très tard dans le manga. Et là, on va directement dans cette direction-là. Donc, c'est pour ça que Vivi et Nami ont énormément de chance d'être la déesse de la pluie, mais on pourrait imaginer que ce soit quelqu'un d'autre. Parce que être déesse de la pluie, c'est aussi maîtriser l'eau. Et maîtriser l'eau, bizarre, tu vois. Dans l'univers de One Piece où l'eau, c'est tout simplement la faiblesse des fruits du démon, ce serait bizarre que quelqu'un puisse maîtriser l'eau. Pourtant, on voit aujourd'hui que c'est possible. Donc, est-ce que c'est un fruit du démon qui cherche tout simplement à trouver son possesseur? Je sais pas, mais j'en suis assez convaincu. Surtout que Nami, ce qui est bien, c'est que je pense que elle, il y a moyen que dans le futur, elle puisse manger un fruit du démon. Quand on regarde un petit peu ses pouvoirs, on voit tout le temps que ses pouvoirs grandissent sans que sa force physique n'augmente. Donc à chaque fois, elle trouve quelque chose pour devenir plus forte. Donc manger un fruit du démon, ça ne m'étonnerait pas, honnêtement. Et que ce soit une déesse, ce serait vraiment légendaire. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je m'arrête sur ça parce que là, la vidéo est colossale. J'espère que vous avez kiffé. Je sais pas quand elle va sortir, mais je vais essayer de faire au plus vite. Et je voulais tout simplement passer à l'autopromo de fin. Donc voilà, si vous trouvez cette vidéo ultra pertinente, c'est le moment de nous récompenser, les gars. N'hésitez pas à follow, liker, commenter. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux. Vous avez le tutoriel, le Discord et les souscriptions. Mais vous avez également 2 chaînes secondaires qui traitent du gaming, mais aussi des openings TCG, ce qui permet d'avoir du contenu divers et varié. Donc un grand merci à vous tous, les gars. N'oubliez pas, vive le jeu vidéo, vive One Piece. Ciao.